Est-ce que je pourrais jouer en échange d'un repas ?» La voix douce d'une fillette de 12 ans résonna dans le grand hall de l'hôtel Continental, interrompant les conversations distinguées comme une bourrasque soudaine. Les discussions cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille qui se tenait à l'entrée de la salle. Ses vêtements étaient usés, trop grands et dépareillés, ses chaussures abîmées, sa posture tendue mais résolue, osant interrompre l'événement caritatif le plus exclusif de la ville. Chiara Jiménez resta immobile à l'entrée du hall principal, les yeux fixés sur le piano à queue Steinway étincelant, sous les lustres en cristal qui scintillaient au-dessus. Sa tenue, bien trop grande et visiblement usée, tranchait nettement avec les robes somptueuses et les costumes élégants qui remplissèrent la pièce. Serrée contre sa poitrine, elle tenait un vieux sac à dos délavé, comme s'il pouvait la protéger. « Comment a-t-elle pu entrer ici ?» murmura une femme aux cheveux blonds argentés, serrant un peu plus fort son verre de champagne. « Où est la sécurité ?» demanda sèchement une autre voix. L'événement était censé soutenir la jeunesse défavorisée, un détail que Chiara n'avait pas oublié. Elle avait dormi dans différents foyers toute la semaine et avait aperçu la préparation de l'événement plus tôt dans la journée. Quelque chose au fond d'elle l'avait poussée à tenter d'entrer. Béatrice de la Cruz, organisatrice de la soirée et héritière d'une famille puissante, s'approcha lentement. À 45 ans, elle incarnait la richesse et l'instruction, sûre de sa supériorité sur les autres. « Ma chérie, dit-elle avec un sourire mielleux mais faux, ce n'est pas un endroit pour toi. Il y a un McDonald's à 2 rues d'ici. » « Je voulais seulement jouer, » répondit Chiara, sa voix plus assurée. « Juste une chanson, en échange d'un repas. » Quelques rires commencèrent à se répandre dans la salle. « Elle croit savoir jouer du piano ?» ricana un homme en costume bleu marine. « Je parie qu'elle ne sait même pas où se trouve le do central. » Les enfants d'aujourd'hui regardent un film et se croient prodiges, soupira une femme avec un faux air compatissant. Pourtant, Chiara ne baissa pas les yeux. Il y avait dans sa posture, calme mais ferme, quelque chose qui ne correspondait pas à sa situation, comme si elle portait en elle un secret que personne d'autre dans la salle ne pouvait imaginer. Au fond de la salle, le docteur Alberto Herrera, pianiste respecté et juge de concours, observait attentivement. Il avait remarqué la façon dont la jeune fille regardait le piano, non pas seulement avec admiration, mais avec une forme de compréhension, une connexion, une chose rare, même chez ses meilleurs élèves. « Béatrice, dit-il doucement en s'approchant, on devrait peut-être la laisser jouer. Cette soirée est censée offrir des opportunités aux jeunes talents, non ?» Béatrice éclata de rire, un rire sec et moqueur. « Oh Alberto, voyons, regarde-la, les enfants comme elle ne prennent pas de cours de musique, ce n'est juste pas possible. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que Chiara avait grandi entourée de musique. Sa grand-mère, autrefois pianiste brillante mais jamais reconnue à sa juste valeur à cause de ses origines modestes, avait été sa seule professeure. Après sa mort et le placement de Chiara en famille d'accueil, elle n'avait gardé que la douleur de cette perte et un don musical profond qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Entourée de gens qui ne voyaient que sa pauvreté, Chiara tenait bon, comme quelqu'un qui avait connu la vraie difficulté et trouvé la paix dans les sons invisibles de sa propre musique. Ses doigts bougeaient légèrement, jouant une mélodie imaginaire, une habitude discrète qui l'avait aidé à traverser les pires moments. Si cette histoire de courage et d'espoir vous touche, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir comment une simple question allait faire taire une foule pleine de jugement et révéler un talent capable de bouleverser toutes leurs idées reçues sur le potentiel. Béatrice croisa les bras et laissa échapper un rire théâtral, comme si Chiara venait de raconter la blague la plus absurde. « Très bien, ma chérie, dit-elle, chaque mot chargé d'ironie. Si tu insistes, faisons un petit arrangement. Tu peux jouer, mais à mes conditions. » La foule se pencha en avant, sentant qu'un moment dramatique approchait. Béatrice adorait être sous les projecteurs, surtout quand elle pouvait exhiber sa soi-disant générosité devant les autres membres de l'élite. « Première règle, dit-elle en levant un doigt parfaitement manucuré. Tu joueras une seule chanson,
et c'est nous qui la choisirons. Deuxième règle, reprit-elle après une pause théâtrale. Si tu joues bien, je t'offre personnellement un vrai dîner. Mais sa voix monta d'un ton, tandis qu'elle souriait cruellement. Si tu échoues, comme tout le monde s'y attend, tu partiras immédiatement et ne reviendras jamais déranger les gens convenables. C'est dur, murmura une vieille dame au fond, mais sa voix fut noyée dans les rires et les moqueries du public. Chiara ne bougea pas, son regard toujours fixé sur le piano. En elle, quelque chose s'éveilla, un souvenir se mêlant à l'instant présent. Elle entendait presque la voix douce et chaleureuse de sa grand-mère Rosa. « Quand les gens essaient de te rabaisser, laisse la musique parler pour toi, ma chérie. La musique ne ment pas, elle se moque de qui tu es. »« J'accepte, » dit Chiara d'une voix calme et assurée. Le docteur Herrera l'observa attentivement, fasciné. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans le regard qu'elle posait sur le piano, qui réveillait une intuition en lui. En 30 ans de carrière à juger des pianistes, il avait développé un instinct pour reconnaître le vrai talent. Et cette fille, seule au milieu d'une mer de regards froids, venait de déclencher ce signal en lui. « Merveilleux !» s'exclama Béatrice en applaudissant, un large sourire aux lèvres. « Alors, choisissons la chanson, » dit-elle en balayant la pièce du regard, à la recherche du morceau le plus difficile et humiliant possible. Ses yeux se posèrent sur Ricardo Ortega, un pianiste de bar, connu plus pour son enthousiasme que pour sa virtuosité. « Ricardo, mon cher », l'appela-t-elle d'un ton mielleux, « qu'est-ce qui serait, selon toi, un bon morceau pour notre petite interprète ?» Ricardo sourit, visiblement amusé par la situation. « Pourquoi pas la lettre à Élise de Beethoven ?» proposa-t-il. « C'est le morceau que tout le monde tente dès qu'il touche un piano. » « Si elle connaît un minimum, elle devrait s'en sortir, » ajouta-t-il. La foule ricana. Même si ce morceau était souvent considéré comme un classique pour débutants, ceux qui connaissaient vraiment le piano savaient à quel point il était difficile à jouer parfaitement. Il fallait bien plus que connaître les notes. Il fallait une finesse de toucher, une maîtrise totale et des années d'apprentissage. C'était le piège idéal. Si Chiara ne connaissait que les bases, elle trébucherait vite, et si elle ne connaissait rien, elle ne pourrait même pas commencer. Choix parfait, applaudit Béatrice. N'importe quel enfant ayant suivi une vraie leçon de piano connaît ce morceau. Donc si elle échoue, aucune excuse. Chiara acquiesça silencieusement et s'avança vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une force tranquille qui mit certains invités mal à l'aise. Quelque chose sonnait faux. Aucun enfant de son âge ne devrait marcher ainsi, avec une telle grâce sereine, au beau milieu d'une humiliation publique. Arrivée au banc, elle l'ajusta calmement et avec précision, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Le docteur Herrera sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'étaient pas les gestes d'une débutante, mais Béatrice se pencha vers ses voisins et murmura « Regardez-la, elle ne sait même pas s'asseoir correctement. Je doute qu'elle ait déjà vu un vrai piano. » Mais Herrera avait remarqué tout l'inverse, la façon dont Chiara avait réglé le banc, son dos droit, la position parfaite de ses mains au-dessus des touches. Tout cela révélait une formation sérieuse. Alors qu'elle s'asseyait, les souvenirs affluèrent. Sa grand-mère, Rosa Jiménez, avait été l'une des premières pianistes issues d'un milieu ouvrier à tenter d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 1960. Malgré son talent incontestable, les barrières sociales de l'époque l'en avaient empêché. Seuls les riches, les gens de nom ou d'influence y avaient accès. À la place, Rosa avait enseigné la musique aux enfants du quartier dans sa modeste maison, transformant un vieux piano droit en passerelle vers le monde de la musique classique. « La musique est un langage universel, Chiara », disait Rosa, en guidant doucement les petits doigts de sa petite fille sur les touches. « Quand tu joues avec le cœur, les gens l'entendent avec l'âme, pas avec les yeux. » Chiara avait passé des heures innombrables sur ce vieux piano, apprenant bien plus que la technique. Elle avait appris à transmettre ses émotions à travers chaque note. Et lorsque Rosa était décédée et que Chiara avait tout perdu, la musique était restée avec elle,
même si ce n'était qu'à travers les touches imaginaires qu'elle jouait dans l'obscurité des foyers. « On attend », lança sèchement Béatrice en tapotant des doigts. « Ou bien tu as déjà abandonné ?» Chiara ne répondit pas. Elle inspira profondément et posa ses mains sur le clavier. Dès que ses doigts touchèrent les touches, une étincelle sembla s'allumer. Après des mois sans vrai instrument, retrouver ce piano réveilla en elle quelque chose de perdu. La première note résonna, claire et pure, surprenant l'auditoire. Ce n'était ni maladroit ni incertain, c'était précis, net et parfaitement maîtrisé. Le docteur Herrera fit quelques pas en avant, captivé. Cette note était parfaite, la pression, la sonorité, le timbre, tout ce que des pianistes passent des années à chercher. « Juste de la chance », murmura Béatrice, mais sa voix manquait de conviction. Chiara entama le thème d'ouverture de la lettre à Élise, et dès les premières mesures, il fut évident que ce n'était pas un simple coup de chance. La musique coulait de ses doigts avec naturel, comme si elle avait toujours vécu en elle. Il n'y avait ni faute ni hésitation. Chaque phrase, chaque transition, chaque pression sur la pédale était exécutée avec précision et émotion. Mais c'était plus qu'une question de technique. Il y avait une profondeur dans son jeu, une émotion dans la façon dont elle sculptait les phrases, dans les silences qu'elle laissait respirer, qui bouleversa même le docteur Herrera. Ce n'était pas juste une enfant qui jouait bien, c'était l'âme d'une véritable artiste. La pièce était tombée dans un silence total, les vers restaient intacts, les conversations s'étaient arrêtées net, même les serveurs s'étaient figés. Tous les regards étaient braqués sur la jeune fille au piano, emportée par la beauté de sa musique. Béatrice sentit un nœud se former dans son ventre. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Au lieu de ridiculiser Chiara, elle avait déclenché quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui lui échappait déjà. Alors que Chiara jouait, totalement absorbée par la musique qui la traversait comme un courant invisible, une question commença à germer dans l'esprit de tous. Qui est vraiment cette fille? Quelle vérité révèle-t-elle à travers sa musique? Lorsque Chiara atteignit les sections les plus avancées du morceau, le docteur Herrera sentit son cœur s'accélérer. 40 années passées à juger des talents avaient affûté ses instincts, et ce qu'il voyait défiait toute logique. Le jeu de cette jeune fille n'était pas seulement correct, il était exceptionnel. Elle jouait les arpèges descendants rapides, cette partie qui décourage même des pianistes expérimentés, avec une aisance et une élégance déconcertantes. Chaque note avait un sens, chaque silence était intentionnel. L'émotion qu'elle dégageait dépassait de loin son âge. Le docteur Herrera l'observait, stupéfait, tandis qu'elle utilisait la pédale de sustain avec la finesse d'une pianiste de concert. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il pour lui-même en s'approchant encore. Béatrice, figée non loin de là, commença à ressentir les premières vraies secousses de panique. L'atmosphère avait changé. Quelque chose était en train de se produire et elle n'en avait plus le contrôle. Plus personne ne parlait, pas un murmure ne traversait la salle. Même les serveurs étaient restés figés, leurs plateaux immobiles, totalement happés par cette performance inattendue qui avait transformé cette élégante réception en concert improvisé. « Elle a sûrement mémorisé ça sur un tuto YouTube », lança Béatrice d'une voix forte, espérant que les autres l'entendent. Sa voix sonnait faux, tendue, comme si elle essayait de reprendre la main sur la situation. Les jeunes, aujourd'hui, copient tout ce qu'ils voient en ligne. Mais ces paroles semblaient vides, fragiles face à la vérité qui se dévoilait sous leurs yeux. Ce que Chiara faisait n'avait rien d'une imitation. Ce n'était pas simplement jouer les bonnes notes, c'était les comprendre, les ressentir, exprimer quelque chose de vrai. Ce genre d'expression ne s'apprend pas en regardant une vidéo. Il vient d'années d'apprentissage, d'expérience de vie et d'amour. Le docteur Herrera avait vu défiler d'innombrables enfants talentueux. Il avait vu des enfants de 5 ans jouer Mozart sans effort, des adolescents aborder Rachmaninov avec maîtrise. Mais cela, ce que Chiara faisait, était d'un autre ordre. Il n'avait jamais vu une telle fusion entre une technique parfaite et une profondeur émotionnelle aussi intense chez quelqu'un d'aussi jeune.
surtout une enfant issue d'un tel parcours. Chiara atteignit le point culminant émotionnel de la lettre à Élise, l'instant où le thème principal revient avec une puissance nouvelle après les passages complexes. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une aisance naturelle qui révélait des années, peut-être des milliers d'heures, de pratiques dévouées. Il était impossible de simuler une telle relation avec un instrument. Elle ne pouvait être acquise qu'avec du temps, des efforts et de la passion. Tandis que la musique la portait, les souvenirs affluaient en Chiara comme un ruisseau silencieux sous la surface. Elle entendait presque la voix chaleureuse et stable de sa grand-mère Rosa. La musique, ce n'est pas seulement jouer les bonnes notes, ma puce, c'est raconter l'histoire que toi seul peux raconter. Rosa n'avait pas été qu'une professeure, c'était une visionnaire. Elle avait vu quelque chose de spécial dans les petits doigts de Chiara bien avant les autres. Née en 1940, Rosa avait grandi à une époque où les conservatoires et grandes scènes fermaient leurs portes à ceux qui n'avaient ni fortune ni statut social. Peu importait son talent, les portes restaient closes, alors elle avait ouvert les siennes. Elle avait transformé sa petite maison en un sanctuaire pour la musique, où les enfants du quartier pouvaient découvrir que la musique classique leur appartenait aussi. « On te dira que ce monde n'est pas pour des gens comme nous », disait Rosa en corrigeant doucement la posture de Chiara sur le banc. « Des gens sans bon nom de famille, sans relation ou argent. Mais la musique ne regarde pas d'où tu viens, elle dit juste la vérité. » Pendant les 8 premières années de sa vie, Chiara avait absorbé bien plus que des notes et des doigtés. Elle avait bu l'esprit musical de sa grand-mère, sa conviction que chaque compositeur avait quelque chose d'unique à exprimer. Chopin chantait la nostalgie, Beethoven grondait de lutte et de victoire, Mozart scintillait de joie espiègle. Mais plus que tout, Rosa lui avait appris que sa voix à elle comptait tout autant. Puis Rosa était morte subitement d'une crise cardiaque et l'univers de Chiara s'était effondré. Elle avait perdu sa famille, sa maison, son piano et la musique qui donnait un sens à sa vie. La famille d'accueil l'avait arrachée à tout ce qu'elle aimait. Pendant 4 longues années, son seul piano avait été dans son esprit, des touches imaginaires qu'elle effleurait dans le silence froid des foyers. Mais maintenant, dans cet instant étrange et doré à l'hôtel Continental, tout revenait. Chaque leçon, chaque correction, chaque murmure d'encouragement de Rosa coulait à nouveau à travers ses doigts, comme une rivière retrouvant son chemin. Le docteur Herrera regardait émerveillé, tandis que Chiara entamait la dernière partie du morceau. La manière dont elle gérait les changements de volume, du pianissimo le plus discret à un crescendo riche et vibrant, puis le retour au murmure du début, témoignait d'une compréhension musicale que même des artistes confirmés mettent des décennies à développer. « Tu vois ça ?» murmura-t-il à son collègue, un professeur de piano renommé. « Cette fille, ce n'est pas juste un talent, c'est quelque chose d'unique, un phénomène. » Béatrice de la Cruz sentait sa confiance s'effondrer. Tout ce qu'elle avait mis en place, ce petit jeu cruel destiné à humilier une enfant affamée, s'était retourné contre elle. Au lieu de prouver qu'elle avait raison, Chiara était en train de montrer à toute la salle à quel point elle s'était trompée, à quel point ils s'étaient tous trompés. « Ce doit être une supercherie », marmonna Béatrice au petit groupe près d'elle. Elle n'a pas pu apprendre ça toute seule. Elle a forcément eu des cours particuliers, des cours coûteux. Mais même en prononçant ces mots, Béatrice n'y croyait plus. Ce qu'elle voyait, la manière dont Chiara jouait, l'émotion qu'elle insufflait à chaque note, ne pouvait pas s'acheter. Cette fille n'était pas seulement douée, elle jouait avec son cœur, façonné par l'expérience, la douleur, l'amour. Sa prestation portait une profondeur qu'aucune éducation privilégiée ne pouvait enseigner. Chiara atteignit les dernières mesures de la lettre à Élise. Les accords finaux étaient si délicats, si parfaitement exécutés, que beaucoup retinrent leur souffle, comme s'ils avaient peur de briser la magie. Lorsque la dernière note s'éteignit dans le silence, Chiara laissa sa main suspendue au-dessus des touches un instant encore, hésitant à rompre le lien entre elle et le piano. Puis, lentement, elle se tourna vers la salle silencieuse.
La petite fille timide qui plus tôt avait demandé de jouer en échange d'un repas n'était plus là. À sa place se tenait une jeune artiste qui venait de conquérir sa place dans le monde par la musique, un langage que chacun pouvait comprendre. Le docteur Herrera fut le premier à réagir. Il joignit lentement les mains et applaudit avec respect. Ce son brisa le silence comme un tonnerre lointain, et un par un, les autres suivirent. Bientôt, la salle fut remplie d'applaudissements francs, puissants, qui résonnèrent contre les murs du grand hôtel. Béatrice regarda autour d'elle, de plus en plus paniquée. Ce qui devait être une humiliation publique était devenu un triomphe. Elle avait monté une scène pour ridiculiser une enfant, et assistait maintenant à son couronnement. Et pire encore, elle le voyait dans les visages autour d'elle. Une question silencieuse montait comme une ombre. S'il s'était autant trompé sur Chiara, sur quoi d'autre s'était-il trompé? Chiara resta calmement assise sur le banc, le regard doux mais assuré, laissant les applaudissements couler sur elle comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Derrière son expression paisible, quelque chose de nouveau prenait forme. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une conscience profonde de sa propre force. Elle avait fait passer son message, elle le savait, mais elle sentait aussi que ce n'était que le début. Le docteur Herrera s'approcha lentement du piano, le visage empreint de respect et de curiosité professionnelle. « Jeune fille, dit-il doucement, puis-je te demander où tu as appris à jouer? Ton professeur doit être exceptionnel. » Chiara le regarda droit dans les yeux et pour la première fois, elle laissa la peine des 4 dernières années remonter à la surface. « C'est ma grand-mère qui m'a appris, » répondit-elle calmement. Elle disait toujours que la musique était la seule chose qu'on ne pourrait jamais m'enlever. Ces mots frappèrent le docteur Herrera comme un coup de tonnerre. Pas une académie prestigieuse, pas un mentorat élitiste, mais l'amour et la sagesse d'une grand-mère. Ce n'était ni l'argent ni le privilège qui avait forgé son talent. C'était la famille, la passion, la résilience. Tout ce qu'il croyait savoir sur la façon dont la grandeur naissait venait d'être bouleversé par une fillette de 12 ans qui venait de redéfinir sa vision de l'exception. Alors que la salle restait pleine d'admiration muette, Chiara comprit que quelque chose avait changé. Elle avait franchi un point de non-retour. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l'image d'une enfant affamée. Sa musique avait révélé qui elle était, ce qu'elle portait, ce qu'elle valait. Et maintenant que tous les regards étaient tournés vers elle, elle devait choisir. Allait-elle pleinement entrer dans la lumière et leur montrer jusqu'où une soi-disant inconnue pouvait aller, portée par des rêves oubliés de générations entières? Le docteur Herrera s'approcha encore, cette fois avec une révérence sincère, comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré. « Ma chère, dit-il, la voix légèrement tremblante, je dois te poser une question très importante. Quel est ton nom complet? »« Chiara Jiménez, » répondit-elle sans hésitation, gardant cette même sérénité qu'elle avait maintenue toute la soirée. En l'entendant, le docteur Herrera se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Il recula légèrement, abasourdi. « Jiménez, Rosa Jiménez, serais-tu sa petite fille ?» Chiara hocha la tête en silence, et le docteur Herrera porta ses mains à son visage. « Mon Dieu, murmura-t-il. Rosa Jiménez était l'une des plus grandes pianistes que ce pays ait jamais connues. Elle méritait de jouer sur les plus grandes scènes du monde. Mais sa voix se brisa, chargée d'une peine ancienne. Le monde a refusé de la voir, parce qu'elle ne venait pas d'un milieu aisé. Béatrice, toujours là, fronça les sourcils et s'approcha, visiblement troublée. « Alberto, de quoi parles-tu? Qui était Rosa Jiménez ?» Le docteur Herrera se tourna vers elle, le visage partagé entre choc et déception. « Béatrice, dit-il avec un calme désarmant, Rosa Jiménez était une légende, une pianiste de génie à qui les conservatoires et les salles de concert ont fermé leurs portes simplement parce qu'elle ne correspondait pas à leurs critères sociaux. Elle n'est pas née dans le privilège, alors ils ont ignoré son talent. Elle est devenue l'une des professeurs de piano privés les plus respectées du pays. Ses élèves sont devenus concertistes, compositeurs, professeurs.
Des murmures parcoururent la salle. Quelques invités échangèrent des regards, certains se rappelant son nom, entendu autrefois dans les cercles musicaux ou dans des histoires chuchotées au sein des conservatoires. Rosa Jiménez était connue comme une professeure qui ne se contentait pas d'enseigner la musique. Elle formait des artistes, elle transformait la persévérance en génie, mais tout cela remontait à plusieurs décennies. Même si c'est vrai, dit Béatrice rapidement, la voix sur la défensive, ça ne change rien au fait que cette fille est entrée ici comme une mendiante, demandant à manger lors d'une soirée privée. C'est à ce moment-là que Chiara se leva du banc. Pour la première fois de la soirée, elle abandonna la posture discrète et hésitante qu'elle avait adoptée jusque-là. Elle se redressa, dégageant une dignité calme qui fit instinctivement reculer certains invités. Elle ne demandait plus rien, elle s'imposait. « Madame de la Cruz, dit Chiara, la voix claire et assurée, vous avez raison sur un point. Je n'aurais pas dû être ici ce soir. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer, dense et pesant. « Je devrais être à New York, au Carnegie Hall. J'ai un récital là-bas la semaine prochaine. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. C'était comme si toute la pièce avait cessé de respirer. « Je m'appelle Chiara Jiménez, poursuivit-elle, et je suis la plus jeune pianiste classique jamais acceptée au programme Jeunes Artistes de la Juilliard School. Je suis aussi la championne nationale de piano classique des moins de 15 ans. » Elle s'arrêta de nouveau, laissant le temps à chacun d'assimiler ses paroles. Je ne suis pas entré ici ce soir parce que j'avais besoin d'un repas ou de charité. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai franchi cette porte. Les yeux du docteur Herrera s'écarquillèrent. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit. « Le documentaire, murmura-t-il. C'est toi qui le réalises. » Chiara hocha la tête. « Oui. Je travaille avec PBS sur un documentaire qui explore les préjugés et l'accès au monde des arts. Ma productrice m'a demandé d'assister à des événements caritatifs comme celui-ci, déguisée en enfant en difficulté, pour observer comment les personnes au pouvoir traitent ceux qu'elles prétendent aider. Un souffle de stupeur parcourut la salle. L'impact de ces mots frappa comme un éclair. Le visage de Béatrice devint livide. « Attends, tu veux dire que tu nous as filmés ?» Chiara répondit calmement. « Oui, tout ce qui s'est passé ce soir a été enregistré en audio et en vidéo. Haute définition, installation discrète. Chaque mot, chaque réaction a été documenté. » La panique envahit l'expression de Béatrice. Son regard parcourut la salle, cherchant désespérément des caméras, un indice d'un canular. « C'est illégal !» s'écria-t-elle. « Tu n'as pas le droit de filmer les gens sans leur consentement. » En réalité, intervint le docteur Herrera d'un ton glacial, vous avez donné votre consentement. En achetant un billet pour cet événement, vous avez signé un formulaire de décharge. Il stipule clairement que l'événement peut être filmé à des fins éducatives ou documentaires. C'est indiqué noir sur blanc dans les petites lignes. Il esquissa un sourire sec et lucide. Je doute que beaucoup aient lu les petites lignes. Autour de la pièce, la tension monta d'un cran. Les invités commencèrent à chuchoter frénétiquement entre eux, certains sortant déjà leur téléphone pour vérifier les conditions de leur billet numérique. Une vague de panique balaya la salle. La première partie du documentaire, reprit Chiara, la voix toujours calme malgré le tumulte grandissant, se concentrera sur la manière dont le potentiel est souvent ignoré, simplement parce qu'il ne correspond pas à l'image que le privilège attend. La deuxième partie montrera comment les personnes qui prétendent soutenir les arts réagissent lorsque le vrai talent vient d'endroits inattendus. Elle balaya la salle du regard. « Tout ce que j'ai fait, dit-elle, c'est capturer vos comportements réels, au moment où vous pensiez que personne ne vous observait. » Le docteur Herrera s'avança, le visage empreint de respect. « Puis-je te demander, quels sont tes projets pour ces images ? » « Elles seront diffusées à l'échelle nationale le mois prochain, » répondit Chiara. « Mais je publie aussi des extraits plus courts de ces événements sur ma chaîne YouTube.
Ma dernière vidéo, tournée lors d'un gala similaire à Boston, a déjà dépassé les 2,5 millions de vues. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Ces vidéos montrent la différence entre ceux qui soutiennent réellement les arts et ceux qui ne font que le prétendre, tout en conservant les mêmes préjugés qu'ils affirment condamner. Dans la salle, l'horreur remplaça l'inconfort. Tous les regards se tournèrent vers Béatrice. Dans quelques jours à peine, des millions de personnes verraient sa cruauté, son arrogance, son mépris envers une enfant talentueuse. Son nom serait à jamais associé à l'élitisme, à l'hypocrisie et à la honte. « Madame de la Cruz, dit Chiara, sa voix résonnant dans la pièce figée, toute la soirée, par vos paroles et vos gestes, vous m'avez fait comprendre que des gens comme moi n'avaient pas leur place ici, que nous ne comptions pas, que nous ne pouvions rien apporter à votre monde, celui de la haute société et de la musique classique. » Son ton se fit plus fort, plus assuré. « Mais à partir de demain, le monde entier saura exactement qui vous êtes. » Béatrice tente de répondre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le poids de son humiliation et la conscience de ce qui l'attendait la laissèrent paralysée. Le docteur Herrera se tourna vers les autres. Leur visage était pâle, tendu, rempli de peur. « Combien d'événements comme celui-ci as-tu filmé ?» demanda-t-il. « C'est le 12e, répondit Chiara, et chaque fois c'est le même schéma. Des gens qui prétendent se soucier de l'art et des opportunités, mais qui rejettent aussitôt quiconque ne correspond pas à leur idée de ce à quoi le talent devrait ressembler. » Elle se tourna une dernière fois vers Béatrice, son regard inébranlable. La différence entre vous et moi, Madame de la Cruz, c'est qu'après la mort de ma grand-mère, j'ai réellement dormi dans des foyers. J'ai traversé la vraie misère. Et ce que j'ai appris pendant cette période, c'est ceci. La dignité ne vient ni de l'argent, ni du statut. Elle vient de la façon dont on traite les autres, quand on pense que personne ne regarde. Le silence était absolu. Personne n'osait parler. Tous savaient que c'était la vérité. Et bientôt, il n'y aurait plus aucun moyen de la cacher. Chiara glissa doucement la main dans son sac à dos et en sortit un petit enregistreur, presque invisible, mais désormais d'une puissance indiscutable. Elle le rangea soigneusement pendant qu'une seule question flottait dans l'air, comme de la fumée. Combien d'autres, combien de personnes prétentieuses et pleines de jugement avaient déjà été exposées par cette jeune fille qu'ils avaient tous cru insignifiante? 6 mois plus tard, Béatrice de la Cruz se tenait à la fenêtre de son modeste appartement, regardant une limousine élégante s'arrêter devant le Carnegie Hall. Chiara Jiménez en descendit, rayonnante dans une robe de concert élégante, saluant une foule de supporters avant de franchir les grandes portes. Ce soir-là, elle allait se produire en tant que plus jeune soliste de la saison. Le documentaire Faces of Discrimination était devenu viral, dépassant les 15 millions de vues sur YouTube à lui seul. Il avait été diffusé à la télévision nationale, débattu dans les universités, salué dans les milieux culturels du pays. Béatrice était devenue le symbole de l'hypocrisie élitiste. Elle avait été évincée de toutes les organisations philanthropiques. Le monde glamour qu'elle dirigeait autrefois l'avait abandonnée. Son entreprise d'événementiel de luxe avait fait faillite, perdant tous ses clients importants. Elle travaillait désormais comme assistante juridique dans un petit cabinet, tentant discrètement de reconstruire une réputation qui ne reviendrait peut-être jamais. Pendant ce temps, le docteur Herrera était devenu le mentor officiel de Chiara, la guidant à travers les complexités d'une carrière musicale professionnelle. L'Hôtel Continental, humilié par son rôle dans le scandale, avait lancé un nouveau programme de bourse pour jeunes musiciens issus de milieux modestes et nommé Chiara comme ambassadrice. La musique ne se soucie ni de la couleur de votre peau, ni de votre compte bancaire, ni de vos origines, déclara Chiara lors de sa première interview nationale après la diffusion du documentaire. Elle ne reconnaît que l'honnêteté et la passion, et si vous avez les deux, rien ne peut vous arrêter. L'impact dépassa largement une simple performance. Des écoles de musique à travers tout le pays mirent en place des programmes d'ouverture.
Les conservatoires révisèrent leurs critères d'admission. Des centaines d'enfants talentueux, issus de familles modestes, reçurent enfin une véritable chance de montrer ce dont ils étaient capables. Et tandis que Béatrice regardait Chiara prendre sa place sur cette grande scène, elle comprit la vérité la plus douloureuse de toutes. La dignité et le talent ne s'achètent pas, ils ne s'héritent pas, et ils ne se mesurent certainement pas à la couleur de peau ou à la classe sociale. Chiara n'avait pas besoin de vengeance. Son plus grand triomphe avait été de prouver que la véritable grandeur finit toujours par émerger. Peu importe le nombre d'obstacles sur son chemin, si cette histoire de persévérance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants qui nous rappellent ceci. L'excellence ne demande jamais la permission et elle ne reste jamais cachée bien longtemps.